Les Chroniques de l'Outre-Monde, épisode 6.1. Bienvenue à Dizia. Léo, surpris, se mit à hurler. En même temps, qui ne hurlerait pas s'il était propulsé sans prévenir à plusieurs dizaines de mètres dans les airs? Il ferma les yeux et hurla lorsqu'il fut à 10 mètres de hauteur, de même lorsqu'il franchit le cap des 20 mètres. Et pareil à 30 mètres. Et toujours à 40 mètres. À 42 mètres, le garçon ouvrit les yeux et remarqua qu'il était arrivé au niveau du sommet de la falaise. Le soleil avait atteint son zénith il y a 3 heures déjà, et Léo pouvait sentir sa douce chaleur taper avec la force d'un bulldozer sur le sommet de son crâne. Il devait faire au moins une trentaine de degrés, si ce n'était plus. Heureusement, cette chaleur était atténuée par l'air relativement frais. Il sentit ses poils balayés par des courants d'air, mais étonnamment, le contact était moins violent que prévu. En l'état, c'était comme si une légère brise l'atteignait, et il pouvait très clairement voir ses alentours sans avoir à plisser les yeux. Malgré la peur qui l'envahit lorsqu'il fit l'erreur de regarder en bas, Léo s'arrêta de hurler. Il vit qu'il était désormais au-dessus d'un lac, à une bonne centaine de mètres de l'îlot d'Edgar. Si jamais il se mettait à tomber, avec un peu de chance, il ne ferait qu'un grand plongeon. Mais ce ne serait plus le cas, puisque, au vu de la courbe entamée par la montée, si jamais il commençait à redescendre, un cas de renard aplati contre une falaise serait à déplorer. 60 mètres de hauteur par rapport à son point de départ. Léo remarqua quelque chose d'étrange. La même barrière qui semblait entourer le sommet de la falaise l'entourait lui aussi, formant une sorte de bulle. Ses pieds en touchaient le fond. Par curiosité, le jeune renard se risqua de tendre un de ses bras. Le poing serré et les griffes rentrées, il toucha la bulle qui était flexible, mais suffisamment solide pour résister. Dans tous les cas, il ne se risqua pas d'appuyer plus que ça, sait-on jamais, elle pourrait exploser. 80 mètres de hauteur. Léo regarda devant lui et vit l'océan. Il se risqua à nouveau à un coup d'œil vers le bas. Le lac avait disparu et il s'apprêtait à passer par-dessus la falaise. Il regarda de nouveau devant lui et observa au loin. De l'eau à perte de vue. Baissant un peu la tête, il voyait une côte, ainsi que ce qui semblait être une agglomération blanchâtre de bâtisses, mais il n'en était pas encore tout à fait sûr. Ce qui était sûr par contre, c'est que d'après la trajectoire de la bulle, il y allait. Mais un détail le turlupinait. Pourquoi est-ce que ce village semblait aussi bas ? Il balada son regard lentement et nerveusement en direction de ses pieds, et passé un véritable océan de végétation ainsi qu'un autre village à l'aspect bien plus sombre, il vit le très grand dénivelé qu'une rivière descendait joyeusement. Ok, donc la falaise était une montagne. Il tourna la tête pour regarder l'îlot et vit que la soi-disant falaise entourait le lac, formant une sorte de cuvette. Ou bien c'était un ancien volcan. Léo voulait s'interroger sur les raisons pour lesquelles un dieu s'amuserait à construire une maison au sommet d'un volcan, mais n'eut pas vraiment le temps d'y réfléchir car il sentait lentement et sûrement qu'il redescendait. Oh non. Remarquant que la descente était très lente, il mit 7 mètres avant de décider d'en profiter pour observer au maximum ses alentours. Il en avait au moins pour quelques minutes à tomber, alors autant en profiter pour observer le très joli paysage qui allait très probablement le tuer. À sa gauche, au loin, il pouvait apercevoir 3 petites îles, ainsi qu'une 4e presque invisible. Un peu plus près, il aperçut ce qui semblait être un autre village, mais là encore un peu trop loin pour être bien vu. S'ensuivait encore une fois une vaste étendue de végétation, alors le garçon décida d'observer à nouveau le sombre village par-dessus lequel il passait désormais. Il pouvait clairement y voir des bâtisses en pierre, aux cheminées en cuivre et aux toits en ardoise noire. Elles étaient arrangées de manière droite, avec une précision digne du plus maniaque des architectes. Les rues étaient parallèles et perpendiculaires, à la seule exception de la rivière qui séparait très clairement le village en deux et serpentait légèrement. Son œil fut attiré par un petit détail curieux. Une des maisons était détruite. Quelques murs tenaient lamentablement et le sol était légèrement enfoncé, mais Léo n'eut pas le temps de se concentrer dessus qu'il l'avait déjà perdu de vue. Arrivant au bout du village, il remarqua de drôles d'appareils de chantier s'affairant à creuser le sol. Des fondations pour des murs étaient posées çà et là de la rivière. Probablement des travaux pour renforcer les fortifications de la ville. Il remarqua que la plupart des personnes qui y travaillaient le fixaient d'un air à la fois émerveillé et perdu. Léo regarda à sa droite. L'océan y était à perte de vue, alors il se concentra sur ce qui était la côte. Forêt, ok, rien à voir donc... Ah tiens, un dirigeable. Et même un autre qui va dans l'autre sens. Le garçon regarda de nouveau devant lui, vers sa destination. Le village blanc se voyait mieux désormais. Un mur d'enceinte blanc immense était visible, et au-delà se tenaient des maisons délicatement agencées. Ou du moins à première vue, car ça restait à une assez longue distance par rapport à là où le voyageur des airs était situé. Lentement mais sûrement il descendait. Et plus il descendait, plus mauvais était le pressentiment que Léo avait.
Il constata amèrement qu'il n'allait pas arriver jusqu'au village. Avec un peu de chance, il n'allait pas mourir en s'écrasant, mais juste tomber suffisamment près pour ne pas avoir à marcher trop longtemps. Enfin, à condition de ne pas tomber dans la rivière, que la bulle semblait gentiment longer. Oh, pitié, ne faites pas que je tombe dans l'eau, pitié, ne faites pas que je tombe dans l'eau. Car autant Léo savait qu'il devrait un jour connaître les joies de la fourrure mouillée, autant il souhaitait les connaître le plus tard possible, et de préférence sans des vêtements voués à lui coller à la peau après. La forêt se rapprochait lentement mais sûrement. À la vitesse où il descendait, Léo comprit bien assez vite que sa chute allait se faire de façon assez douce. Il n'était plus qu'à une trentaine de mètres du sol, mais le mur d'enceinte du village était encore à plusieurs centaines de mètres de là. Possiblement même 1 ou 2 kilomètres. Il regarda à ses pieds. « Mais la rivière est juste en dessous de moi, ça va mal finir. » Le garçon se résigna. Si jamais il devait tomber à l'eau, il ferait de son mieux pour rejoindre la côte au plus vite. Ou pas. Il observa plus minutieusement le courant. L'eau coulait à une vitesse affolante et avec force. Le garçon se résigna donc à tomber à l'eau et faire attention à ne pas se noyer. C'était certes un plan bourré de failles, mais au moins c'était un plan qui impliquait de ne pas mourir. Avoir cette option à disposition avait quelque chose de rassurant. La bulle se rapprochait de la surface de l'eau. 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres. Le mur d'enceinte aussi se rapprochait. 1350, 1150, 950... Bon, eh bien, au moins je n'aurai pas trop loin à flotter. C'est parti. La bulle fit doucement contact avec la surface de l'eau. À la grande surprise du garçon, il ne s'enfonça pas dans la rivière, mais resta debout. Et il ne fut même pas éclaboussé. Oh, chouette, je vais pouvoir arriver là-bas sans pro. Et la bulle éclata, laissant Léo lamentablement tomber dans la rivière. Tu penses que c'était quoi cette comète ? Demanda Grant. Je ne sais pas, mais en tout cas ça semblait venir de chez Edgar, lui répondit Sébastien. Les deux gardes se tenaient de part et d'autre de la grille d'entrée du village. Entre eux coulait la rivière, qui n'avait pas besoin de laisser passer pour entrer. Les seules choses qui ne pouvaient pas passer étaient les morceaux de bois flottants arrêtés par la grille, dont les épais barreaux étaient suffisamment proches pour ne laisser passer que d'éventuels très minces résidus. Grant et Sébastien avaient déjà fait tout leur travail de ramassage une demi-heure plus tôt, donc la grille était plutôt bien dégagée. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de surveiller les alentours, au cas où une éventuelle menace invisible pointerait le bout de son nez. Et bon, à l'exception du mythique aventurier ou randonneur perdu, personne ou rien ne s'approchait du village. Pas même le Gygax n'était passé depuis des mois, c'est dire à quel point il ne se passait pas grand-chose. Heureusement que les gardes se relayaient très régulièrement, autrement ils s'ennuieraient ferme. Sébastien sortit sa montre de sa poche. Il regarda l'heure. Encore 1 heure avant la relève. On fait quoi en attendant ? Je sais pas, et si on jouait à... Attends, c'est quoi ça, là ? Quoi ? Où ça ? Là-bas, dans la rivière, ce serait pas ? Oh si, une personne en difficulté. Il faut lui venir en aide. Grant, tu nages mieux que moi, tu t'en charges. Grant jeta un regard exaspéré à son collègue, puis dit, soupirant. Ouais, bon, ok, mais tu me revaudras ça, hein. On va attendre qu'il arrive à la grille et on le ramasse, d'accord ? Il enleva ses protections, posa son arme au sol, et se prépara à sauter. Espèce de sale petit. Léo luttait tant bien que mal contre le courant pour se maintenir à la surface. Heureusement pour lui, le courant n'était pas aussi fort qu'il le croyait. Sa tête resta une grande partie du temps hors de l'eau, mais l'occasionnel remous lui fit boire la tasse. Son plus grand ennemi à l'heure actuelle était sa tenue, qui n'était pas du tout adaptée aux activités aquatiques, et qui l'empêchait de correctement bouger. Sa tête se tourna en direction du village. Il put voir 2 silhouettes de part et d'autre de l'entrée qui l'attendaient, une d'elles prête à agir. Puis il regarda droit devant lui et vit une grande grille en métal. Oh non ! À cette vitesse, il allait se la prendre avec une certaine force. Tout ce qu'il espérait désormais, c'était que le contact ne fasse pas trop mal. Luttant contre le courant de toutes ses forces, Léo vit la grille se rapprocher. Plus que 10 mètres. Plus que 4 mètres. Il tendit un bras pour tenter d'amortir l'impact lorsqu'il crut entendre le bruit de quelqu'un se jetant à l'eau. À 2 mètres, il leva son deuxième bras, puis à peine eut-il le temps de le mettre devant lui que ses mains touchèrent la grille. Il tenta de trouver un point pour s'accrocher, puis se hissa légèrement lorsque ses doigts trouvèrent un endroit à agripper. L'eau le balayait sans ménagement et parfois réussissait à atteindre son museau. Besoin d'aide ? Léo tenta de tourner la tête et tomba museau à museau avec une loutre qui le regardait d'un air suspicieux, quoique sympathique au vu des circonstances. Une loutre qui parle, pensa-t-il par réflexe alors qu'il avait déjà parlé à un duo très félin, un furet divin, et qu'il était lui-même devenu un renard anthropomorphe. Oui, ce serait pas drôle. Une petite vague le frappa au visage, noyant son dernier mot. La loutre sourit, puis le prit par-dessous les bras.
Léo lâcha la grille, puis se laissa emporter par son sauveur, qui longea le muret, puis s'accrocha au barreau d'une échelle fermement plantée dans la pierre. « Vas-y, monte !» Léo agrippa le barreau, puis tenta de s'extraire difficilement de l'eau. Ses vêtements trempés étaient particulièrement lourds, et son poignet gauche les lançait un peu, mais il réussit à trouver la force de se hisser. À mi-chemin, il leva la tête et vit un bras tendu vers lui. Sans hésiter, il le prit et fut tranquillement soulevé vers la terre ferme. Léo rampa de manière à dégager le passage pour la loutre, puis s'assit, reprenant sa respiration. Il regarda avec un peu plus d'attention son autre sauveur et constata qu'il n'était pas une loutre, mais un chien. Un berger allemand, pour être plus précis. Il portait une sorte d'armure en cuir sombre, aux épaulières renforcées par des plaques en fer, ainsi qu'un pantalon lui aussi en cuir, aux genouillères, aux reflets cuivrés. Il portait un casque adapté à ses oreilles, et, détail surprenant, il n'avait pas non plus une épée, mais une épaisse canne en bois à la main. La loutre était remontée et se tenait devant lui. Son habillage était bien plus simple, car il ne portait qu'un maillot de bain partant des épaules jusqu'aux genoux. Son pelage brun brillait en partie à cause de l'eau qui coulait à grosses gouttes, et curieusement, ses poils devenaient tellement longs au sommet de sa tête que l'on aurait cru qu'il avait des cheveux. À y regarder de plus près, le chien aussi semblait en avoir, mais lorsque Léo y repensa, lui aussi en avait, donc il ne pouvait qu'accepter ce fait et éviter de leur poser la question pour ne pas avoir l'air idiot. Merci. Hein » commença le jeune renard avant de sentir la canne du chien braquée devant son museau. « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » demanda le chien. Vous savez, ce n'est pas une façon d'accueillir... »« Silence !» cria le chien d'un ton autoritaire. La loutre était en train de traverser le petit pont reliant les deux parties de la fortification. Elle récupéra sa canne et revint la braquer sur le renard, qui n'avait rien demandé. « Vous n'avez clairement pas l'air de venir d'ici. Qui êtes-vous et d'où venez-vous, étranger ?» Léo observa les cannes et les pointa du doigt. « C'est pas très menaçant, hein, ces trucs-là. » Le chien frappa le mur avec force. Un bruit sourd se fit entendre. Bon ok, ça l'est. La loutre s'impatienta. « Répondez à notre question. On ne veut pas en arriver au point où on devient méchant. » Autant ces gens-là étaient des gardes, autant ils avaient l'air moins idiots que ceux que le garçon avait l'habitude de voir dans des films. Il arrêta de vouloir faire le malin. Je m'appelle Léo et je viens de... Il tourna la tête vers le sommet du volcan et le pointa du doigt. De là-haut. Les gardes regardèrent l'endroit indiqué par leur prisonnier. Léo, ou bien plutôt... Geralt. Geralt ? Non, je pense que je m'en souviendrai si je m'appelais comme ça. Non, je m'appelle Léo Davis et je viens vraiment de là-haut. Stan m'a emmené ici et... Les deux hommes s'échangèrent des regards confus. La loutre demanda. « Vous connaissez Stan ?» Enfin un terrain sur lequel il se sentait confortable. Léo leur répondit. « Oui, je le connais puisque c'est lui qui m'a fait venir ici. » Le regard des deux gardes s'illumina. Ils baissèrent leur canne. « Ça veut dire que vous venez du monde de Stan ?»« Bien oui, mais je suis surpris que vous sachiez à propos des autres... Le chien se tourna vers la loutre, ignorant ce que le renard disait. « Grant, c'est bien le protégé de Stan. Et je dois aller chercher Greg, il faut qu'il le voie. »« Oui, vas-y, il faut qu'il soit mis au courant, immédiatement. » Vous m'écoutez ou bien... Le chien partit en direction de l'entrée située à la droite du jeune garçon, sans un mot, puis disparut, laissant Léo avec la loutre qui lui tendit la main. « Je m'appelle Grant, ravi de faire votre connaissance, monsieur Davis. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Léo lui serra la main sans réfléchir et laissa son bras se faire balancer sans comprendre ce qu'il était en train de se passer. La loutre le tira vers lui pour le faire se relever. « Enchanté ? Oh, j'imagine que vous vous sentez pas confortable au vu de ce qui s'est passé. » Grant posa son regard sur les vêtements trempés du garçon. « Venez avec moi, on va arranger ça. » La loutre emmena le garçon à l'intérieur du mur d'enceinte. Il entra dans une petite pièce carrée faisant office de vestiaire. Éclairé par une torche et ce qui semblait être des lanternes posées contre les murs, on pouvait voir que les murs en pierre resplendissaient de leur blancheur. Des chemises et des pantalons étaient posés contre le mur, pas loin de là où différents types d'armures étaient posés sur des mannequins aux formes différentes. Des bancs étaient disposés en un carré au centre de la pièce, devant des casiers, et au fond se trouvait un escalier qui longeait le mur. La loutre se dirigea vers un casier et en sortit une serviette sèche. « Tenez, prenez ça pour vous sécher. Nous n'avons pas encore construit de cabine de séchage ici, donc il faut vous contenter de ça. Et de la torche là-bas. Et d'ailleurs, au vu de votre gabarit, je pense que vous pouvez prendre des vêtements de rechange Houdini. Ça devrait vous aller. » Grant pointa du doigt un casier avec un grand H. Léo lui fit un signe reconnaissant de la main. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. » Il claqua des doigts, faisant apparaître sa valise. « Je pense savoir ce qu'il faut ici. » La loutre le regarda avec des yeux émerveillés. « Waouh, génial, c'est la même que Stan !» Il se précipita dehors vers la porte menant à l'extérieur. « Attendez-moi ici, je vais récupérer mes affaires dehors. » Léo acquiesça, puis la loutre sortit. En regardant les lanternes de plus près, il constata que celle-ci était remplie d'eau.
Plus curieux encore, des pierres reposaient au fond et émettaient une lumière douce, bien qu'assez forte. Levant un sourcil, il prit la serviette, puis la posa sur sa tête avant de se tourner vers le miroir placé dans un coin de la pièce. Les poils sur sa tête étaient réunis par l'eau dégoulinante, et ses vêtements mouillés et froids lui collaient à la peau. Il enleva sa chemise et se rapprocha de la torche tout en veillant à ne pas s'en approcher de trop près. Sa chaleur était bienvenue, et le garçon put se sécher plus rapidement. Il constata en se regardant dans le miroir que son torse était d'un blanc impeccable. La tache blanche qui commençait au niveau du sternum semblait s'arrêter un peu en dessous de sa ceinture. Les poils roux reprenaient leur territoire à partir des côtes et envahissaient le dos dans son intégralité. Grant revint dans la pièce, son armure à la main, surprenant le renard en train de s'observer. Léo vit la loutre dans le reflet du miroir et se retourna brusquement. « Oh, désolé de vous avoir fait peur, je ne pensais pas... » « Ah, non, c'est rien, c'est juste que je suis pas trop encore habitué à ce corps. » Grant leva un sourcil, curieux. « Hein? Comment ça, vous n'étiez pas comme ça avant ?»« C'est... c'est une longue histoire. »« Ah, je vois. » La loutre vit la flaque d'eau qui s'était formée au pied du garçon, ainsi que son pantalon qui lui collait à la peau. « Vous vous occupez pas d'en bas? Parce que vous savez, vous pourriez avoir une crampe si vous vous en occupez pas bien. » Léo regarda d'un air dubitatif son interlocuteur. « Oh, oui, bien sûr, je compte m'en occuper, mais je préférais que vous soyez pas là, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. »« Hein? Non, je vois pas. Vous pourriez être plus spécifique ?» Le garçon se frappa le front. « Je vais pas vous faire un dessin, si ?» Dans ce cas précis, ça m'aiderait bien, en fait. » La loutre fronça les sourcils d'un air incertain. « C'est un truc culturel, non ?» Léo abandonna toute volonté de s'expliquer. Il lui dit, la mâchoire serrée, « Si vous pouviez sortir d'ici, alors oui, je pourrais m'occuper du bas. » Ah, je vois, ok, oui, non, disons qu'ici en fait c'est pas un problème, mais si vous voulez que je parte, alors je vais le faire. Oui, merci. Grant sortit de la pièce et Léo put enfin finir de se sécher. Ou du moins aurait pu, si ce n'était pas pour l'arrivée en trombe du chien qui avait dévalé les escaliers alors que Léo était en train de jeter ses affaires trempées dans la valise. Bonne nouvelle, maintenant vous pouvez aller voir. Sortez d'ici tout de suite. Le chien crut voir un démon l'espace d'un instant. Apeuré, il remonta les escaliers en toute hâte, manquant de peu de trébucher en criant « Oui, chef !» Enfin calme, sec et habillé avec des vêtements tout aussi confortables et curieusement identiques aux précédents, la cravate en moins qu'il trouvait superflue, Léo appela les deux gardes qui arrivèrent très rapidement pour le voir. Le chien leur expliqua que le dénommé Greg était disponible pour accueillir le garçon au sommet de la tour ouest. Grant se proposa ensuite de l'accompagner. « Sébastien, tu t'occupes d'attendre la relève, je vais emmener Léo auprès de Greg. T'as besoin de te reposer après cette course. »« je vais bien, et la tour n'est qu'à... » N'oublie pas que tu m'en dois une pour tout à l'heure. C'est moi qui aura l'honneur d'accompagner Monsieur Davis, et puis c'est tout. »« Ah, bon, d'accord. Bon, j'y retourne alors. » Puis le chien s'inclina devant le jeune renard. « Ce fut un plaisir de vous avoir rencontré, Monsieur Davis. » Hésitant, le garçon hocha de la tête. De même. » Ce sur quoi Sébastien alla dehors, laissant le renard avec la loutre qui avait pu remettre son uniforme. « Bon, eh bien allons-y, si vous voulez bien me suivre. » Grant se dirigea vers les escaliers, suivi par Léo. Passé la moitié des escaliers, la loutre s'arrêta et se tourna vers le garçon. « Oh, et ne soyez pas surpris par l'apparence de Greg, malgré son air sévère, c'est un homme adorable. Je préfère prévenir parce que tous les nouveaux venus sont systématiquement intimidés. » Léo regarda le sourire sincère de son interlocuteur, puis demanda « Donc, Greg, c'est le chef de la ville, c'est ça ?» Si on simplifie les choses à l'extrême, oui, c'est ça. À vrai dire, il ne fait que veiller à ce que la ville tourne bien et il résout les éventuels problèmes qui viendraient à se manifester. Ah d'accord. Léo ne chercha pas à insister, il irait bien par lui-même. Et alors qu'il s'apprêtait à monter à nouveau les marches, une question qui lui avait brûlé les lèvres depuis 10 minutes surgit. Mais au fait, si j'ai bien compris, vous n'avez aucun problème avec la nudité ? Non. Ah, et personne ici n'en a ? Non, pas à Dizzy en tout cas, enfin, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que vous portez tous des vêtements ? Demanda Léo. Grant eut l'impression de voir les fondations même de la société être remises en cause par cet étrange étranger. L'espace d'un instant, il se mit à réfléchir intensément, puis répondit « Votre monde est-il si différent que ça d'une autre ? » Oui, enfin, on porte nous aussi des vêtements, mais c'est vraiment par nécessité. La loutre hocha la tête à gauche puis à droite, comme si un détail le travaillait. Comme dans pas mal d'autres pays d'ici, en fait, on dirait. Continuant leur chemin, Grant expliqua aux garçons que les habitants de ce pays en particulier s'habillaient en fonction du métier qu'ils exerçaient à ce moment-là. Ainsi, Grant portait une armure pour montrer qu'à l'heure actuelle, il montait la garde devant le mur, mais aussi un maillot de bain pour indiquer qu'il s'occupait de ramasser le bois mort devant la grille qui filtrait l'eau à l'entrée de la ville.
Une fois qu'il aurait fini son tour de garde, il enfilerait des vêtements de ville et serait libre de faire ce qu'il voudrait jusqu'au lendemain, où il aurait à enfiler un uniforme de boulanger. Ce petit détail interpella Léo, qui lui demanda comment cela était possible. Intrigué, la loutre lui expliqua que tous les habitants de la ville exerçaient les métiers qu'ils voulaient s'ils le pouvaient, et déclaraient leurs activités désirées à Greg, qui arrangeait le planning de chacun. Cependant, il y avait une seule obligation. Tout le monde devait passer 3 heures à monter la garde une fois par semaine, après quoi ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient de leur journée. Dans l'éventualité où il voudrait changer de ville pour exercer une autre activité, le citoyen échangerait sa place avec un autre citoyen de la ville désirée, et ils échangeraient leur mission, temporairement ou définitivement. Léo eut du mal à imaginer comment un tel système pouvait fonctionner, mais fut interrompu dans sa réflexion lorsque Grant constata qu'ils étaient en train de faire attendre Greg. Accélérant le pas, ils traversèrent un petit couloir, montèrent d'autres escaliers, et arrivèrent devant une porte. Grant frappa, puis l'ouvrit après avoir entendu une réponse. La loutre fit signe au garçon d'entrer, ce qu'il fit sans attendre. La pièce avait tout de celle qui pouvait étouffer de par sa chaleur si ce n'était pas pour quelques-unes de ses nombreuses fenêtres ouvertes. Léo remarqua qu'en dehors de l'encadrement de la porte d'entrée, du sol et du plafond, pas un seul centimètre du mur n'était fait en pierre. Circulaire, la salle n'était constituée que de baies vitrées maintenues par de fines armatures en métal cuivré. À l'exception de bancs disposés en cercle pour épouser les formes de la tour, aucun meuble n'était à signaler. Une loutre se tenait au centre de la pièce et... Jean Reno ?